en 3 mots, ce que je disais, on revient sur la notion de SS et les différentes formes juridiques associées. L'importance de mettre en place un accompagnement quand vous lancez votre projet, mais aussi quand vous sentez que le projet il passe à l'échelle. Et puis en fin de slide, on revient sur du coup quelques notions plus techniques justement en lien avec la trésor. On revient sur les aspects BFR, fonds de roulement, trésorerie, etc. Hendrix, donc nous, en 3 mots, donc moi c'est Valentin Dutot, expert comptable, commissaire aux comptes. On a créé le cabinet il y a 6 ans, même si maintenant on fait partie d'un groupe un peu plus important qui est présent sur tout le territoire. On est 600 à peu près et on a pour vocation à accompagner plus spécifiquement, moi particulièrement, les structures de l'économie sociale et solidaire. Donc évidemment, associations, fondations, fonds de dotation, coopératives, et puis maintenant, depuis maintenant une petite dizaine d'années, les sociétés commerciales qui ont à cœur de mettre au sein de leur objet tout ce qui va être orienté utilité sociale ou environnementale. Donc ça, c'est qui on est en quelques mots, et évidemment, notre champ d'action, il est orienté sur la partie expertise comptable, audit, juridique, conseil, voilà. Je reviens donc très brièvement, comme je le disais, sur la notion de SS et les formes juridiques. Donc, comme on le verra peut-être un petit peu plus bas au niveau des slides, le champ de l'ESS, il recouvre plusieurs formes juridiques. La forme juridique, déjà, c'est quoi? Ça va être le véhicule qui va porter de votre projet, le véhicule juridique qui va porter votre projet, donc asso, fondation, fonds de dotation, coopérative, société commerciale, SAS, SARL. Et en fonction de cette forme juridique que vous allez choisir, forcément, ça n'aura pas les mêmes impacts, ça n'aura pas les mêmes enjeux dans la conduite de votre projet d'utilité sociale ou d'utilité environnementale. L'importance de choisir la forme juridique qui est la plus adaptée à votre projet, c'est notamment, donc c'est ce qu'on voit ici, ce véhicule, il va organiser les relations entre vos membres, vos associés, et aussi assurer ou pas une certaine sécurité juridique pour vous en tant que futur dirigeant. Les impacts, pour prendre des exemples très concrets, hein, que vous soyez sous un format coopératif, ou vous soyez sous un format société commerciale de l'ESS, avec un agrément ESUS ou pas d'ailleurs, forcément, la gouvernance, elle est totalement différente dans une coopérative ou dans une société commerciale. Elle est encore plus différente dans une association et elle est encore différente dans une fondation ou un fonds de dotation. Donc, en fonction de vos enjeux, de votre volonté, de la volonté des futures parties prenantes partant au projet, forcément, il faut, on va raisonner en entonnoir, hein, et vous allez découler sur le choix de votre forme juridique. Donc, voilà, bon, je viens un petit peu en quelques mots de dire ce qui était marqué en dessous, mais la finalité du choix de la forme juridique, c'est de préserver la finalité du projet et la finalité du projet qui est portée par les dirigeants, donc les associés ou les fondateurs d'une façon plus générale. Alors, je suis désolé sur les animations qui... Hop, c'est une autre formation que j'avais. Hop, voilà. Excusez-moi. Donc là, en fait, le sujet toujours de la forme juridique, hein, c'est encore une fois, c'est organiser juridiquement ce nouveau mode d'entreprendre. Encore une fois, on parle de nouveau, même si ça a 10 ans. Pour rappel, hein, la loi ESS, c'est 2014, hein, c'est la loi de 2014-856 qui a ouvert le spectre de l'ESS aux sociétés commerciales. Donc avant, un petit rappel historique, vous aviez les acteurs historiques qui étaient apparentés dans le champ de l'économie sociale et solidaire. Les acteurs historiques, c'était Asso, Fondation, je ne parle pas des fonds de dotation, ça n'existait pas, Asso, Fondation, Mutuelle et Coopérative. Puis la loi Hamon en 2014, qui a été un petit peu un Big Bang pour les acteurs de l'économie sociale et solidaire, qui a ouvert le champ de l'ESS aux sociétés commerciales, sous réserve de respecter un certain nombre de principes qui doivent être inscrits statutairement, donc qui doivent être inscrits au sein des statuts. Donc ça a vraiment dynamisé et ouvert un petit peu la voie à d'autres porteurs de projets pour s'inscrire dans le champ de l'économie sociale et solidaire. Je ne sais pas si déjà à ce stade je suis clair ou si
vous avez quelques questions déjà, encore une fois, n'hésitez pas à intervenir. C'est bon pour vous, ça? Ce slide-là, toujours pour rester sur les formes juridiques en relié au champ de l'économie sociale et solidaire. Là, en fait, on revient sur les trois piliers qui font qu'une entité s'inscrit dans le champ de l'économie sociale et solidaire, pardon. Donc, évidemment, vous retrouvez la gouvernance démocratique qui est assez innée, par exemple, si on prend l'exemple d'une association ou d'une coopérative. Je rappelle hein, le grand principe d'une coopérative, SCOP, SIC, même si SIC c'est un petit peu plus biaisé entre guillemets par le système de collège. Donc c'est un homme, une voix en coopérative. Donc la gouvernance démocratique, elle s'organise plus facilement qu'une société commerciale. Les sociétés commerciales, pour rappel, donc elles ont intégré le champ de l'ESS en 2014. Et bah, une société commerciale, de par son statut, des sociétés commerciales classiques, la gouvernance démocratique est plus difficile à organiser puisque classiquement, votre poids, entre guillemets, pour peser sur les décisions de l'entreprise, il dépend de votre participation capitalistique dans l'entreprise. Donc, l'idée du coup de la loi Hamon, hein, la loi 2014-856, ça a été comment on peut quand même inscrire des sociétés commerciales dans le champ de l'ESS tout en préservant ce pilier qui est la gouvernance démocratique au sein d'une SAS, au sein d'une SARL, au sein d'une SASU, d'une URLU, etc. Donc ça, c'était le premier pilier. Le deuxième pilier, bah, c'est une activité qui n'a pas pour but que le seul partage des bénéfices, ça en fait partie. Hein. C'est aussi le nerf de la guerre de bah, une entreprise. Si elle veut être pérenne dans le temps, il faut qu'elle gagne de l'argent, mais c'est pas son objectif premier. L'objectif premier de l'entreprise, c'est gagner de l'argent, mais pour préserver l'emploi, pour investir. Bah, voilà, c'est le seul partage des bénéfices ne doit pas être au cœur de la stratégie de l'entité. Et une lucrativité limitée, le troisième pilier de la loi ESS, lucrativité limitée, au bénéfice bah, notamment des salariés, avec une juste répartition des richesses entre bah, les gens bah, les personnes qui possèdent l'entreprise et ceux qui travaillent dans l'entreprise au quotidien. Voilà un petit peu. Alors après, on rentre dans le détail sur la partie technique, sur la rédaction des statuts, mais c'est pas forcément la rédaction des statuts, notamment sur les sociétés commerciales de type SAS, SARL de l'ESS. C'est pas forcément l'objet de l'échange aujourd'hui. Là, on revient très brièvement, mais peut-être que c'est très en mouvance forcément. L'intérêt de la qualification ESS aujourd'hui sur une société commerciale, notamment, il est principalement sur le financement. Retenez, parce que j'ai souvent le cas de porteurs de projets qui s'inscrivent vraiment dans une démarche d'utilité sociale ou environnementale et qui se posent la question de se dire, bon, mais est-ce que je crée une SAS classique ou est-ce que je crée une SAS de l'ESS? Et du coup, en se posant cette question-là, ils me disent, ouais, mais c'est quoi mon avantage? C'est quoi mes avantages? Sur le plan fiscal, retenez, c'est très simple, il n'y en a aucun. Le taux d'IS reste le même, la CFE reste la même, la TVA, il n'y a pas de sujet. L'intérêt de la qualification ESS, il est, à mon sens, euh, sur deux aspects, le financement, comme c'est marqué ici, principalement le financement, puis la reconnaissance institutionnelle, donc le fait de s'engager dans cette démarche en lien avec, encore une fois, l'utilité sociale et environnementale. Et c'est cette reconnaissance institutionnelle qui va porter votre projet. Donc là, on remet, mais là, je pense que Sébastien pourrait déjà forcer. Il y a certaines choses qui peuvent ne plus forcément être d'actualité. Sébastien pourrait aussi, et il vous a certainement aussi donné des pistes en termes de financement. Donc, on retrouve les financements participatifs, hein, évidemment. Donc, ce qui va être orienté caisse des dépôts, des garanties BPI, etc. Et puis après, vous avez des financements un petit peu plus orientés club d'investissement, épargne solidaire, fonds d'investissement, capital risque, etc. Donc, retenez grosso modo, hein, vraiment, parce que ça, j'ai souvent les questions sur le plan fiscal, sur le plan oui, fiscal.
Il y a pas d'avantage particulier à être une structure de l'ESS. Encore une fois, je vise les sociétés commerciales ici. Euh, c'est plus dans une démarche de financement où il y a vraiment des financements qui sont fléchés sur l'ESS, ou aussi, et ça on le verra de plus en plus, par contre, sur une démarche d'appel d'offres, vous avez de plus en plus d'appels d'offres qui ne sont non pas fléchés, mais qui sont quand même orientés, entre guillemets, vers des structures, vers des structures d'utilité sociale ou environnementale. Alors là, on revient sur, bon, oui, la loi ESS offre le choix de la forme juridique, donc on les liste, hein. Donc vous avez les associations, donc acteurs historiques, fondations et fonds de dotation. Donc les fondations, acteurs historiques aussi. Les fonds de dotation, c'est un peu plus récent, ça date de 2008. Les sociétés coopératives avec, on va dire, deux grandes familles, si je puis dire aujourd'hui, les sociétés coopératives ouvrières de production, donc les SCOP, et les SIC. Donc SCOP, un homme, une voix. Donc que vous ayez mis 100 000 euros dans la coopérative et que votre collègue sociétaire, il ait mis 10 euros, sa voix, sa parole en assemblée générale, elle aura le même poids que la vôtre, quand bien même votre investissement financier il est plus important. Donc ça, c'est les SCOP. Et les SIC, c'est des sociétés coopératives d'intérêt collectif, donc une autre forme de coopérative, hein. Où là, vous avez cette notion de collège. Je ne sais pas si on rentre dans ce niveau de détail ici, mais concrètement, vous pouvez avoir un certain nombre de collèges au sein de votre coopérative, typiquement les fondateurs, les bénéficiaires, les producteurs. Et là où, sans être péjoratif, où on biaise un petit peu la loi de 1947, donc la loi coopérative initiale, c'est que vous pouvez avoir un système de répartition des droits de vote par collège. Pour être très concret, on va dire que le collège des fondateurs, qui peut être composé voilà, sociétaire A, B, C, peut peser jusqu'à 50% des droits de vote. Le collège des bénéficiaires, 20% des droits de vote. Et puis le collège des producteurs, par exemple, 30% des droits de vote. Donc là, on n'est plus sur un système d'un homme, une voix. On est sur un système d'un homme, une voix à l'intérieur des collèges, mais on est sur un système de voix pondérées par rapport aux différentes catégories qu'on a créées dans la coopérative d'intérêt collectif. Voilà. Donc là, on rentre un peu dans le détail, mais les principes sont là. Et les deux dernières formes, donc les mutuelles, bon, les mutuelles, voilà, en 7-8 ans de SS en expertise comptable, j'en fais pas, donc je vais pas m'attarder sur le sujet. Et les sociétés commerciales, qui elles, pour le coup, on en voit de plus en plus depuis 7-8 ans maintenant. Vraiment, alors c'était un petit peu les prémices, on va dire, aujourd'hui de la société à mission, même si les engagements sont beaucoup plus forts sur une société de l'ESS, où il y a vraiment de plus en plus de porteurs de projets pardon, qui ont à cœur de s'inscrire dans cette dynamique, tout en s'organisant autour d'une société commerciale, parce que on n'est pas dans le champ associatif, on ne veut pas forcément aller dans le champ de la coopérative, etc. Donc pour finir sur la partie forme juridique, l'idée c'est vraiment de bien réfléchir son projet avec où on veut aller, donc ses objectifs, quels sont vos moyens, quelle gouvernance vous voulez associer à votre projet. Vous n'aurez pas la même gouvernance, encore une fois, si vous partez sur une société commerciale ou sur une coopérative ou encore moins sur une association. Anticiper aussi, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous pouvez très bien partir en association de préfiguration, par exemple, et puis demain créer une société commerciale ou une coopérative. Donc, il ne faut pas aussi s'enfermer dans un projet tout de suite et avoir un petit peu plus de visibilité, et se donner un peu plus de visibilité en fonction de l'évolution que prendra son projet. Donc, ça rejoint un petit peu le troisième point. Donc, il faut que votre forme juridique, elle soit suffisamment souple en fonction des transformations et de l'évolution pour apprendre votre projet. Et pour ça, l'idéal, évidemment, c'est de se faire accompagner dès la genèse de votre projet, aussi bien sur la partie juridique, donc choix du statut juridique, et puis après aussi en parallèle sur le volet financier, bien définir le volet financier de son projet, le besoin de financement, ce genre de choses, et puis la recherche de financement. Hop, pardon. Là, on passe sur... Est-ce qu'il y a des questions déjà?
Ouais, j'en ai une. Sur le côté juridique, Hendrix accompagne également euh, C'est vrai que l'aide à la rédaction des statuts, etc. je suis passé très vite sur nous parce que je voulais pas être auto-centré. Donc nous, nos points donc on est vraiment, on intervient vraiment dans le champ de l'ESN. Donc, nos points, on a une mission d'assistance à la création, typiquement, pour répondre à ta question, Sébastien. Donc là, on intervient sur le choix du statut, la rédaction des statuts éventuels, associatifs, sociétés commerciales, coopératives, ce genre de choses. Définition, information financière prévisionnelle. Donc là, on va être toute la donnée chiffrée. Donc sur la base des hypothèses d'activité que vous allez avoir, nous, on va traduire ça et vous sortir un prévisionnel d'activité, compte de résultats prévisionnels, bilan prévisionnel, flux de trésorerie prévisionnel. Et puis, on peut aussi faire de la recherche de financement. Voilà. Et après, bah, évidemment, une fois que votre entité est créée, on découle sur la partie expertise comptable, social, bulletin de paye, ce genre de choses. Donc ça, c'est le suivi au quotidien de votre entité. Voilà. Il y a d'autres questions? J'avance du coup. Vas-y. Donc ouais, alors Ah, pourquoi se faire accompagner quand je lance mon projet? Là, je vous ai sorti quelques petites stats, pardon, pas pour faire peur, mais pour vous dire que quand on lance son projet, on a tout intérêt à se faire accompagner en amont pour bien cerner les difficultés éventuelles auxquelles on va être confronté. Donc il y en a sur 10, il y en a une qui disparaît dès la première année d'existence, une deuxième la seconde année, une troisième la troisième année et la quatrième année lors des 2 années suivantes. Donc en gros, au bout de 4 ans, vous avez déjà minimum 40% de pertes. Et typiquement, souvent, ce qu'on voit dans les faits, hein, c'est que il y a deux aspects. Le besoin de trésor, donc le BFR typiquement, n'a pas été suffisamment périmétré et suffisamment bien évalué. Et du coup, on se retrouve rapidement en lancement d'activité où on est un peu enfin, on n'a plus de trésor. Quand bien même on a un carnet de commandes, quand bien même on sent qu'il y a il y a de la demande, il y a de l'activité, et du coup, on est obligé de couler. Et puis bah, le deuxième aspect, c'est aussi le fait on a sous-estimé le temps à déclencher justement suffisamment d'activité pour rentrer dans un rythme de croisière. Donc tout ça, ça se projette, hein, c'est un prévisionnel financier qu'il faut bien poser en posant notamment les hypothèses d'activité en termes de chiffres. On a un écho. ouais, je vais couper. Je coupe le micro. Donc en posant les hypothèses d'activité sur le plan chiffré, mais aussi sur le plan de la temporalité, en fonction des encaissements qui sont à venir, des décaissements qui sont à venir, pour justement bien définir la trésor dont vous aurez besoin. Bon là, c'est une stat qui je me suis permise de la mettre parce que je me suis permis de la mettre, pardon, parce que c'est suffisamment parlant, ce chiffre de 40 000 euros. Je vais pas lire le slide, mais concrètement, ce que ça dit, ces stats-là, c'est des stats INSEE, hein, tout ça. C'est qu'une entreprise qui se lance avec 40 000 euros au départ, ces entreprises-là, elles sont significativement plus pérennes dans le temps. Alors attention, quand on parle de 40 000 euros au départ, c'est pas le fondateur qui apporte nécessairement 40 000 euros, parce que sinon, forcément, il y a quand même peu de projets qui émergeraient, et c'est quand même pas l'idée. C'est vraiment l'enveloppe globale allouée au projet. Donc ça peut être les apports, ça peut être l'apport du fondateur, notamment le capital social, conjugué à de l'apport en compte courant d'associés. Ça peut être évidemment du prêt bancaire, ça peut être du prêt d'honneur, ça peut être de la love money. Enfin voilà, c'est vraiment cette enveloppe globale qui fait que du coup, on peut lancer son projet et évidemment avoir un peu plus de visibilité que si vous partez avec un capital social de 1000 euros ou 500 euros et terminé, quoi. Donc pour ça, encore une fois, on en revient toujours aux mêmes conclusions, hein. Vous avez nécessité d'être accompagné dès le début et puis de bien cerner votre besoin de financement en amont de votre projet pour savoir, entre guillemets, à quelle sauce vous allez être mangé, quoi.
Donc là, on fait un petit focus sur les décalages de trésorerie spécifiques aux créateurs, donc aux porteurs de projets, hein. Donc évidemment, donc je remets en tant que créateur d'entreprise, vous êtes ou serez confronté à un certain nombre de problématiques spécifiques en lien avec avec le lancement de votre projet. Donc concrètement, ici, on vise tous les décalages de trésorerie que vous allez subir ou vous seriez amené à subir quand vous lancez votre projet. Typiquement, il n'est pas rare que nous, on vienne nous voir. Vous venez de lancer votre projet, vous avez rapidement besoin d'embaucher. Vous vous dirigez vers, je sais pas, un emploi franc, un autre emploi aidé. Typiquement, c'est un chantier d'insertion ou alors un apprenti, tout simplement. Sur le papier, tout ça, c'est super parce que effectivement, le reste à charge, il est assez peu élevé. Néanmoins, les aides, elles tombent rarement tout de suite. Il n'est pas rare d'avoir des décalages de 3 à 6 mois, voire plus, en fonction justement de... Alors, si vous n'êtes pas accompagné en plus sur toute cette partie-là pour faire les demandes d'aide, ce genre de choses, ça peut être encore bien plus long. Donc tout ça, ça crée des problématiques de trésorerie, parce que vous allez devoir sortir les salaires, mais par contre, vous n'aurez pas encaissé les aides. Donc si vous n'avez pas si vous n'avez pas un besoin, enfin si vous n'avez pas un apport de trésorerie type découvert bancaire ou alors du cash que vous avez eu en amont du lancement de votre projet, là pour le coup, ça va coincer. Idem pour les subventions, que ce soit des subventions d'investissement ou que ce soit des subventions d'exploitation. Je pense pas à celles et ceux qui sont celles et ceux qui sont en association aujourd'hui que j'apprends grand-chose sur le fait que les délais de paiement sont extrêmement longs. Entre le CRF, le compte-rendu financier que vous devez rendre, qui doit être analysé, vous devez avoir un retour et le décalage, le déblocage pardon, des fonds, il peut se passer 6, 9 mois, voire bien plus parfois. Donc là aussi, c'est à anticiper. Euh, et puis bon, on en parlait un petit peu en amont, la latence induite évidemment par le lancement d'activité. Forcément, vous venez de lancer votre activité, le chiffre d'affaires, il est pas automatique, hein, le chiffre d'affaires ou les ressources, hein, en fonction si si on est sur une asso ou sur une société commerciale ou coopérative. Forcément, vous pouvez avoir un petit peu de temps au démarrage. Donc, plus vous avez de temps au démarrage, plus vous avez de temps pour percevoir. Parce qu'une fois que vous avez validé du chiffre d'affaires, après, il faut être payé. Et puis, les délais de paiement sur notre territoire, ils peuvent être parfois très longs. Surtout si vous travaillez avec des organismes publics ou parapublics, où là, c'est encore plus long. Et puis du coup, le quatrième point, hein, donc le BFR qui est souvent mal appréhendé ou minoré. Donc ça, on revient sur la nécessité de bien le périmétrer quand vous lancez votre projet, quand vous faites votre prévisionnel, de bien mesurer votre BFR et on reverra un petit peu plus bas ce que c'est le BFR concrètement, les composantes du BFR. On y arrive déjà. Donc on va s'intéresser ici à quelques notions techniques. Donc on va décomposer tout simplement ce qu'est le fonds de roulement, qu'est le BFR, et puis le lien avec votre trésor. Est-ce qu'il y a des questions ou des sujets que vous voulez aborder tout de suite avant que je rentre dans les techniques fonds de roulement ou besoin de fonds de roulement? N'hésitez pas, même dans le chat, si vous avez des questions. Ok. Donc, en termes de trésor, vous avez on va dire deux grands agrégats, donc le fonds de roulement et le besoin en fonds de roulement. Donc, le fonds de roulement, ce sont les ressources, donc les ressources de l'entreprise, association, coopérative, société commerciale, peu importe, donc les ressources de l'entreprise dont l'entreprise dispose et qui vont lui servir à financer son exploitation. Et financer son exploitation, c'est quoi? C'est payer ses fournisseurs, payer vos salariés et puis l'ensemble de vos charges de fonctionnement. Les charges de fonctionnement, c'est vos frais généraux avec le loyer, l'électricité, les honoraires, etc. Donc, c'est toutes ces sommes qui vous permettent, les sommes dont vous disposez pour payer fournisseurs, employés, vos charges de fonctionnement en attendant de percevoir vos ressources, de percevoir vos ressources en lien avec votre activité. Donc, typiquement, votre chiffre d'affaires, l'encaissement de votre chiffre d'affaires ou l'encaissement de vos autres ressources, subventions d'exploitation notamment. Donc ça, c'est vraiment la définition, on va dire, stricte de ce qu'est le fonds de roulement. Donc, si on rentre un petit peu plus dans le technique,
quand vous regardez votre bilan, hein, donc, je me rappelle, hein, bilan actif, enfin, je rappelle, ou je ne sais pas si je rappelle d'ailleurs, mais actif, passif, hein. Donc l'actif, ce que possède l'entreprise, le passif, ce que doit l'entreprise, si on schématise. Donc la composition du fonds de roulement, c'est les capitaux permanents moins l'actif immobilisé. Donc les capitaux permanents, c'est tout ce qui va se situer au passif de l'entité, pardon. Donc, et ils sont composés de quoi ces capitaux permanents? Donc le capital social. Donc le capital social, c'est quoi? Alors attention, on ne parle pas d'association là pour le coup. Le capital social, c'est les apports des associés ou des coopérateurs dans le cadre d'une coopérative. Donc ça, c'est vraiment les apports des associés. C'est ce que l'entreprise doit aux associés, aux actionnaires ou aux coopérateurs si on fermait à un instant T l'entreprise. Donc ça, c'est la première composante des capitaux permanents quand on définit le fonds de roulement, capital social. Les bénéfices qui sont accumulés et non distribués, donc ça c'est pareil, on va les retrouver en dessous du capital social, donc c'est typiquement toutes les réserves, les reports à nouveau. Donc les bénéfices que vous accumulez dans le temps au niveau de votre structure et qui ne sont pas distribués, parce que si vous les distribuez aux actionnaires, aux sociétaires, bah forcément ils sortent du bilan et du coup bah, ils peuvent plus financer votre besoin en fonds de roulement. Donc ça c'est la deuxième composante des capitaux permanents, donc capital social et bénéfices accumulés et non distribués, réserve et report à nouveau si on synthétise. Et puis un petit peu plus bas au niveau du bilan, donc toujours au niveau du passif, hein, les emprunts à long terme. Donc ça, c'est les emprunts que vous allez contracter dans le cadre du financement de vos investissements, donc notamment les actifs immobilisés qu'on va voir. Donc concrètement, les emprunts que vous allez contracter pour financer une machine, pour financer le rachat d'un fonds de commerce, pour financer des travaux, ce genre de choses. Donc ça, c'est la première composante du calcul du fonds de roulement, c'est vos capitaux permanents. Donc je rappelle, fonds de roulement, c'est capitaux permanents moins votre actif immobilisé. Et puis les actifs immobilisés qui viennent en soustraction des capitaux permanents, bah, c'est ce que je viens de dire, hein. Donc là, on les retrouve à l'actif pour le coup de votre bilan. Donc c'est les éléments du patrimoine de l'entreprise. On parle d'actifs immobilisés parce qu'il y a une notion de durabilité. Concrètement, c'est des actifs qui ont vocation à perdurer. Quand vous rachetez un fonds de commerce, quand vous faites des travaux, quand vous achetez une machine, eh ben, ce n'est pas quelque chose qui va entrer, sortir de l'entreprise. À la différence de votre stock, vous achetez de la marchandise, vous la vendez, vous en rachetez, vous la vendez. Non. Là, pour le coup, c'est vraiment des choses qui sont durables et qui restent dans l'entreprise pendant, je sais pas, 3 ans, 5 ans, 10 ans, en fonction de la durée de vie du bien concerné. Donc, les actifs immobilisés, c'est ça. Voilà. Donc l'idéal, c'est que les capitaux permanents, bien évidemment, couvrent votre actif immobilisé. Voilà. Donc plus vous aurez de capitaux permanents, plus vous aurez de capitaux, capital social, réserve, bénéfices accumulés non distribués, donc réserve, report à nouveau et des emprunts à long terme, plus vous aurez un niveau élevé de capitaux permanents, plus votre fonds de roulement sera élevé et plus vous serez sécurisé entre guillemets sur le plan sur le plan de votre trésor et ça vous permettra de couvrir vos dépenses d'exploitation courantes. Voilà. Je sais pas si déjà ça c'est clair pour vous. On a une question de Colline Ouais. qui dit, au-delà du calcul, à quoi sert de savoir son fonds de roulement? Est-ce un élément qui concerne aussi les associations? Alors oui, alors pour la deuxième question, c'est un élément qui concerne les associations, bien évidemment, sachant que je tempérerai par, alors vous voyez peut-être pas ma souris, je sais pas, mais il n'y a pas de notion de capital social au sein d'une association. Par contre, vous avez cette notion de réserve et vous avez cette notion de report à nouveau. Je rappelle qu'une association, parce que c'est dans un inconscient collectif, une association ne gagne pas d'argent, ce qui est totalement faux, hein. Une association peut gagner de l'argent, évidemment, sous réserve qu'elle n'est pas là pour gagner de l'argent, mais elle est surtout, enfin, elle n'est pas là pour distribuer l'argent distribuer cet argent à ses membres, c'est même totalement interdit. Mais par contre, une association peut gagner de l'argent. Pourquoi je dis ça? Parce que cet argent, il se retrouve justement en réserve, en report à nouveau, et du coup, peut financer des actifs immobilisés et du coup les futurs investissements de l'association. Donc en fait, ce schéma fonds de roulement, besoin en fonds de roulement, il est valable pour toute entité économique, toute entreprise, qu'elle soit association, coopérative, société commerciale, etc.
Ça, c'est la première question. La deuxième question, il y avait deux questions dans ce que disait Colline. C'était quoi? Parce que j'ai pas le Alors, slide, j'ai pas à quoi sert, au-delà du calcul, à quoi sert de savoir son fonds de roulement? Bah, ça vous sert à un instant T à savoir si vous êtes en capacité à faire face à vos dépenses courantes d'exploitation. Si à un moment donné, votre fonds de roulement, il est suffisamment, il est trop faible euh, pour faire face à vos charges d'exploitation, tout simplement, à vos dépenses courantes d'exploitation, bah, vous avez pas de visibilité pour payer vos futures dépenses d'exploitation, donc votre cycle d'exploitation courant, hein, quotidien, et forcément, à un moment donné, ça va coincer au niveau de votre activité, vous n'aurez plus de trésor pour bah, financer votre cycle d'exploitation, donc vous ne pourrez plus acheter de marchandises, et du coup, si vous achetez plus de marchandises, bah, vous ne pourrez plus vendre, et puis là, c'est le cercle vicieux, quoi. Pas si ça répond à la question, mais c'est. Oui, ça répond à la question. Alors, j'attends la réponse de Colline dans le chat, mais Marcel a besoin d'un complément d'information. Mais oui, ce qui est très clair, c'est que une entreprise, elle a besoin de savoir ce qu'elle possède pour tourner, en fait, et trouver des solutions si son fonds de roulement est insuffisant. Bah, je vous ai fait un petit slide derrière, justement, du coup, sur l'interprétation du calcul du fonds de roulement. Donc, concrètement, si votre fonds de roulement est supérieur à zéro, je reviens en arrière, hein, je rappelle, hein, donc vos capitaux permanents dépassent votre actif immobilisé, les actifs immobilisés, donc ce que vous avez financé, travaux, fonds de commerce, agencement. Donc, vous avez plus un montant d'emprunt, plus vos bénéfices accumulés, les réserves, plus votre capital social qui dépasse votre actif. Donc, si votre fonds de roulement est supérieur à zéro, c'est un indicateur de bonne santé financière. Donc, ce que ça veut dire, c'est que vos investissements, vos, vos investissements sur le long terme, ils sont couverts et du coup, ça vous permet de financer votre cycle d'exploitation. Donc, c'est vraiment ça qui est important de retenir, c'est que si votre fonds de roulement il est positif, vous avez une marge de manœuvre pour financer votre cycle d'exploitation. Voilà. Inversement, si votre fonds de roulement il est inférieur à zéro, donc il est négatif, hein, là pour le coup, vous n'avez pas suffisamment de ressources pour financer vos investissements. Donc c'est là on parle de sous-capitalisation. Donc vos ressources, vos capitaux permanents présents au passif, ils sont inférieurs à votre actif immobilisé. Donc fonds de roulement négatif. Donc vous êtes sous-capitalisé. Et du coup, donc si vous financez même pas vos investissements, concrètement, comment vous allez financer votre cycle d'exploitation? Donc là, pour le coup, là, vous êtes déjà dans l'impasse. Et puis, si vous avez un fonds de roulement qui est nul, qui est de zéro, donc vous avez suffisamment financé vos investissements, donc votre actif immobilisé. Néanmoins, vos capitaux permanents ne sont pas suffisants pour justement financer votre cycle d'exploitation, vos dépenses courantes, fournisseurs, salariés, charges de fonctionnement, etc. Donc retenez que le minimum vraiment à atteindre, bon déjà le fonds de roulement positif, c'est évidemment ce vers quoi on doit tendre, mais le minimum à atteindre, évidemment, quand vous lancez votre projet, c'est d'avoir un fonds de roulement à minima à zéro. Et ça, c'est quelque chose qui doit vraiment être pris en compte quand vous posez un prévisionnel avec votre expert comptable, avec un professionnel qui vous accompagne sur ces sujets-là, quoi. On a Colline qui pose la question. Dans la pratique, c'est un calcul à faire tous les mois ou en début d'année comptable? Bah, en fait, vous pouvez, ça dépend si vous êtes outillé. Alors, si vous le faites tous les mois, c'est super parce que clairement, ça vous permet de suivre votre activité. Dans la réalité, vous ne pouvez le faire que quand vous avez vos états financiers qui sont sortis. Donc, ça suppose soit de faire des situations mensuelles ou trimestrielles, soit d'attendre votre bilan, donc vos comptes annuels, quand votre exercice est clôturé. Mais moi, je vous invite quand même si vous n'êtes pas, c'est pas nécessairement exhaustif chaque mois ou chaque trimestre, à sortir des situations qui sont quand même plus régulières, sans attendre nécessairement la sortie de vos comptes annuels en fin d'année. Parce qu'à un moment donné, quand vous attendez votre bilan, malheureusement, parfois, il est trop tard. Donc,
sortir une situation trimestrielle, quand bien même elle n'est pas exhaustive, il vous manque quelques factures, vous n'avez pas toutes les infos, etc. Ça vous permet justement d'avoir de la visibilité et de ressortir un petit peu ces grands agrégats financiers pour voir où vous en êtes et où vous allez surtout, quoi. Mais ça suppose, par contre, je vous rejoins, de sortir des situations intermédiaires, nécessairement. Bilan et compte de résultat. Parce que dans les faits, quand on prend une situation comptable, on a le bilan, c'est une photographie d'un moment donné de la situation de l'entreprise. Et donc, on va prendre l'exemple d'une entreprise avec une situation du 1er janvier au 31 décembre. On arrête les comptes au 31 décembre. Et dans les faits, on reçoit son bilan 3 mois après, puisque tout le monde a à Exactement. peu près son bilan en même temps. Et donc, s'il y a une situation problématique, on s'en rend compte parfois un Trop an et tardif. demi après. Voilà. Donc, plus on va faire régulièrement une analyse de sa comptabilité, même si elle n'est pas, comme dit Valentin, exhaustive, on peut détecter des soucis et trouver des solutions. Ça, c'est vraiment important. C'est-à-dire qu'effectivement, quand vous clôturez au 31 décembre, votre bilan, il va sortir. Alors, ça peut être un peu plus rapide, mais entre, on va dire, le 15 février et le 15 avril, même un peu plus tard parfois. Et oui, parfois il est trop tard, malheureusement, pour mettre le doigt sur un problème de trésorerie, d'où l'intérêt de sortir peut-être une situation au 30 juin, à mi-année, que vous allez avoir le 15 juillet ou vers la fin du mois de juillet, ou alors sortir une situation tous les trimestres, 31 mars, 30 juin, 30 septembre, pour justement vous donner du retour sur ces éléments-là et pas aller dans le mur en attendant 18 mois et puis se rendre compte des problèmes au bout de 18 mois, quoi. Le Continue? BFR maintenant, du coup? Allons-y. Donc le BFR, c'est le besoin en fonds de roulement, hein. Donc le BFR, c'est ce que vous devez financer pour couvrir vos besoins qui résultent des décalages de trésorerie entre vos entrées et vos sorties. Donc concrètement, vous allez avoir plein de décalages de trésor en lien avec votre exploitation. Typiquement, créance client, dette fournisseur, ce genre de choses. Donc, le BFR, c'est la somme que vous devez posséder. Quand je dis vous, c'est l'entreprise, hein, pour payer vos charges courantes en attendant de percevoir votre dû, vos créances clients et vos autres créances. Voilà. Concrètement, votre niveau de BFR, il va mesurer un degré d'autonomie de l'entreprise par rapport justement au fait de pouvoir faire face à tous ces décalages et au règlement de tous ces décalages en lien avec l'exploitation de l'entreprise. On va rentrer un petit peu plus dans le détail derrière. Donc, ce qui influe sur ce qui va faire que qu'une entreprise va avoir un plus grand ou plus petit besoin en fonds de roulement, donc ce sont les délais de paiement. Donc, négocier auprès de vos fournisseurs. Donc, plus vous allez avoir des délais de paiement fournisseurs longs, mieux votre BFR sera, forcément. Si vous devez sortir la trésor en payant comptant, quand vous payez votre fournisseur, si vous devez le payer comptant, c'est pas le même impact sur la trésor que si vous le devez le payer à 60 jours. Ça, je pense que on est tous d'accord là-dessus. Inversement, les délais d'encaissement, les délais de règlement, si vous encaissez comptant, c'est pas le même effet sur votre trésor que si vous encaissez là à 60 jours. Donc là, c'est l'effet inverse. Et pareil, donc ça, c'est les trois variables. Là, on revient sur les trois variables qui influent sur votre BFR, hein. Donc, les délais de paiement fournisseur, les délais d'encaissement client. Et puis, le troisième effet, pour ceux qui auraient des stocks, hein, là, on exclut un petit peu tout ce qui est prestation de service. Le délai de rotation des stocks, encore une fois, c'est pas le même effet sur votre trésorerie si vous avez un délai de rotation des stocks à 1 an ou à 3 mois. Concrètement, si vous achetez du stock et que ce stock il reste dans votre entreprise
6 mois avant d'être vendu, bah, vous avez quand même un délai de rotation des stocks qui peut être assez long, qui est assez long, et du coup qui va peser sur votre trésorerie, parce que vous avez acheté de la marchandise, elle est là 6 mois, mais vous l'avez toujours pas revendue. Donc ça, pour le coup, ça pèse sur votre trésorerie. Donc, c'est pour ça que là, c'est vraiment hyper important de bien, de bien estimer, pardon, excusez-moi, son BFR quand vous faites votre prévisionnel, quand vous lancez votre activité. Donc, concrètement, ce qui se passe, c'est que généralement, les, les porteurs de projets, ils sous-estiment le calcul et le montant du besoin en fonds de roulement. Et pourquoi? Parce qu'ils sous-estiment le fait qu'ils surestiment, pardon, l'encaissement des créances. Donc, ils se disent, je vais être payé à 30 jours, alors parfois ils sont payés à 90, 20 jours, voire pire. Et puis ils sous-estiment aussi les délais de paiement fournisseurs. Ils se disent qu'ils vont peut-être pouvoir payer à 60 jours, alors qu'au final, quand vous êtes en lancement d'activité, bah, la personne, elle est peut-être plus enclin à vous accorder un délai de paiement de 30 jours, voire paiement comptant. Donc ça, c'est hyper important parce que ça crée des décalages de trésorerie qui sont très significatifs et qui peuvent peser, pardon, lourdement, lourdement sur votre trésorerie du quotidien. C'est pour ça que je mettais en fin de slide, hein. Si le calcul, enfin, si l'estimation de son BFR, il est mal effectué ou pas effectué ou erroné, ça peut engendrer beaucoup de difficultés pour les entreprises. Et c'est clairement ce qu'on constate, nous, dans les faits, c'est que une mauvaise appréhension du BFR fait que vous allez, faire certaines entreprises peuvent aller dans le mur ou alors être contraints d'activer des leviers qui sont pas forcément des plus agréables, de type découvert bancaire, ce genre de choses. L'interprétation du BFR, donc comme on l'avait vu, l'interprétation du fonds de roulement, l'interprétation du BFR. Donc si le BFR est positif, ça veut dire que vos emplois d'exploitation sont supérieurs au retour, aux ressources pardon, d'exploitation. Donc concrètement, là, vous avez un besoin de trésor. Vous avez un besoin de trésor parce que votre décalage les décalages de trésorerie, ils vous sont négatifs. Typiquement, vos créances fournisseurs, elles sont moins. Votre délai de paiement fournisseur, il est moins important que votre délai d'encaissement des clients. Donc BFR positif, ça veut dire qu'il faut le financer et les décalages de trésorerie, ils vous sont défavorables. Pardon. Le BFR nul, bon, pour le coup, vous n'avez pas d'excédent, mais vous n'avez pas non plus d'insuffisance. C'est rarement le cas, hein. Généralement, le BFR, il est soit positif, soit négatif. Il est très souvent positif. Donc, la majeure partie des entreprises, elles ont un BFR positif parce qu'elles encaissent elles encaissent plus tardivement qu'elles ne décaissent. Et puis le BFR négatif, là, c'est la solution, enfin, c'est le cas le plus vertueux, mais qui est quand même pas non plus tout le temps. Alors, les commerçants, beaucoup quand même. On cite souvent l'exemple de la grande distribution. Donc, eux ont un BFR négatif parce que concrètement, elles encaissent tout de suite. Quand vous passez en caisse, quand vous passez en caisse, vous encaissez votre chiffre d'affaires tout de suite, alors que vous n'avez pas nécessairement payer vos fournisseurs, vous allez les payer à 30 jours ou 60 jours. Donc ça, c'est le cas le plus vertueux dans le cadre d'une entreprise qui a un BFR négatif, puisque du coup, ce BFR négatif, cet excédent, il va vous permettre d'alimenter votre trésorerie nette, donc de générer de la trésor quotidiennement, quoi. Je sais pas si ça c'est clair. C'est très clair. Donc là, alors, l'un des derniers slides, donc vraiment les liens entre trésorerie, fonds de roulement et BFR, hein. Donc, votre trésorerie, c'est ni plus ni moins que la différence entre votre fonds de roulement, donc ce qu'on voyait en amont, hein, capitaux permanents moins actifs immobilisés, et votre besoin en fonds de roulement. Donc voilà, en fait, là, pour le coup, c'est une mécanique comptable, hein, mais si vous avez bien appréhendé votre fonds de roulement, si vous avez bien appréhendé votre besoin en fonds de roulement, la résultante, c'est votre solde de trésorerie, votre solde net de trésorerie, et c'est fonds de roulement moins besoin en fonds de roulement. Voilà. Alors, Donc on si a une petite question de Déborah qui dit, ça veut dire quoi créance dette non financière? créances et dettes non financières, alors c'est toutes les créances et dettes qui sont pas cotées bancaires. Donc
fournisseurs, clients, TVA, voilà, c'est tout ce qui va pas être d'aide bancaire, grosso modo, quoi. C'est vraiment les créances et dettes en lien avec l'exploitation de l'activité. Et donc, retenez que si votre fonds de roulement il est supérieur à votre BFR, donc besoin en fonds de roulement, nécessairement, vous aurez un solde net, un solde net de trésorerie qui sera lui aussi supérieur à 0. Une question de Colline qui dit: à quel moment peut-on se sentir suffisamment confiant pour salarier un permanent? Y a-t-il un rapport avec BFR et FR? Bah, alors oui, il y a un rapport. Il y a un rapport, parce que forcément, l'embauche d'un premier salarié, il va nécessairement vous créer un BFR plus important, hein, parce que du coup, c'est une charge d'exploitation qu'il va falloir financer. Et pour le coup, bah là, le salarié permanent en question, il n'y a pas de délai de paiement, hein, il faut le payer tous les 30 jours. Donc, ça a un impact sur votre BFR. Après, sur quand vous vous sentez suffisamment en confiance, bah là, ça dépend vraiment de la visibilité que vous avez sur votre trésor, sur votre fonds de roulement, ce genre de choses. Donc, dès l'instant où votre fonds de roulement il est très supérieur à votre besoin en fonds de roulement, alors très supérieur, ça dépend aussi de votre activité, mais à minima déjà, il faut que vous ayez des ressources stables. Donc, si je reviens un petit peu en arrière, hop, il faut à minima que vos capitaux permanents ils soient suffisamment costauds pour vous permettre justement de financer ce nouveau BFR que vous allez créer par l'embauche d'un salarié permanent. Je ne sais pas si ça répond à la question, mais le principe, c'est celui-là, quoi. Pour financer ce nouveau BFR qui est représenté qui serait représenté par une embauche, c'est soit vous avez déjà accumulé des résultats et donc des réserves depuis X années, soit vous allez avoir une subvention d'investissement typiquement, soit vous allez aussi, alors une subvention d'investissement qui n'est pas forcément fléchée sur du poste, hein, attention, mais ça quand même, ça a tendance à gonfler votre haut de bilan. Soit aussi vous avez des emprunts à long terme dans votre activité qui sont très supérieurs à vos investissements initiaux, donc à votre actif immobilier. Donc c'est tout ça qui peut aussi vous faire dire que vous avez suffisamment de place aujourd'hui et de confort pour embaucher, quoi. Et tout ça, ça se pose sur un prévisionnel, clairement. Quand vous devez embaucher et que vous savez pas trop où vous allez, vous faites un petit prévisionnel d'activité, compte de résultats prévisionnels, bilan prévisionnel et tableau de flux de trésorerie prévisionnel pour voir concrètement si en termes de trésor, vous allez passer dans le temps, quoi. Merci. Voilà. Donc, on revient sur le BFR et la notion de démarrage d'activité, hein. Donc, la première étape, comme on le disait, c'est d'avoir déterminé, d'avoir approché, appréhendé son BFR, hein, puis de l'avoir analysé. Est-ce qu'il est positif ou négatif? Et puis, du coup, maintenant, il faut en tirer les enseignements sur votre activité. Donc, on va prendre le cas le plus défavorable, mais le cas quand même assez régulier, hein, surtout dans le champ de la prestation de services, dans le champ associatif. Donc, pour les BFR positifs, hein, donc, vous avez plusieurs options. Pour tout ce qui va être court terme, parce que c'est une solution qui ne peut être que court-termiste, vous avez tout ce qui va être découvert bancaire, mais donc, non seulement c'est une solution court-termiste, donc ça vous donne pas beaucoup de visibilité, et en plus c'est une solution coûteuse et pas forcément agréable. Donc c'est vraiment, voilà, ça doit être vraiment temporaire le découvert bancaire. Sur la partie un petit peu plus moyen long terme, court moyen terme, pardon. Oui, court moyen terme, pardon, excusez-moi, parce qu'on n'est pas sur du moyen long terme là. Alors là, on exclut les associations. On va tout ce qui va être apport en compte courant d'associés. Les apports en compte courant d'associés au niveau des sociétés commerciales ou des sociétés coopératives. Donc, c'est les sommes que les associés vont laisser à la disposition de l'entreprise. Et ça va être des dettes de l'entreprise vis-à-vis de ses associés ou de ses coopérateurs et qui devront à terme être remboursés, enfin, un jour être remboursés. Donc, c'est pas un emprunt bancaire, mais c'est vraiment une dette que l'entreprise aura envers ses associés. Et puis, bon, du coup, pour les besoins financiers
long terme, donc plus important, évidemment, c'est le fonds de roulement et c'est les excédents de ressources. Donc là, concrètement, on vise ici des emprunts à long terme et puis les résultats accumulés depuis que vous avez lancé votre activité. Il n'y a pas de secret. Donc là, on est vraiment sur du long terme, emprunt bancaire euh, ou résultats non distribués pour asseoir les capitaux propres de l'entreprise. Euh, donc, je resensibilise un petit peu ici sur les points d'attention au niveau de la gestion de votre BFR, hein. Donc, comptabilité à jour, pour le coup, on en a un petit peu parlé. On parlait des situations intermédiaires. Donc, plus votre compta sera à jour, plus vous aurez de retours et de reporting sur votre activité et mieux vous pourrez analyser vos ratios. Donc ça, c'est important. Je pense que c'est au-delà important, c'est un prérequis et trop peu de chefs d'entreprise. J'inclus vraiment la notion d'entreprise au sens large, ont conscience de ça en lançant leur activité. Donc ça, c'est important. Une bonne gestion des stocks, bien évidemment, hein. Encore une fois, si vous n'avez pas une rotation des stocks suffisamment efficiente, forcément, ça va plomber votre trésorerie. Parce que si vous achetez de la marchandise qu'elle reste 6 mois dans le magasin, dans l'entrepôt, c'est de la marchandise que vous n'allez pas vendre. Donc forcément, vous n'avez pas de retour vous n'avez pas de retour d'argent. La gestion de votre poste client, donc ça encore, c'est très important, c'est limiter les délais de paiement au maximum. Alors on parle de créances clients, on pourrait aussi parler des subventions, hein, bien évidemment, c'est pareil, hein. Vous faites la chasse, entre guillemets, à relancer vos bailleurs pour obtenir l'argent des subventions, que ce soit des subventions d'exploitation, que ce soit des subventions d'investissement, que ce soit des aides au poste, forcément ça aura des impacts sur votre trésor. Donc ça, limiter au maximum les délais de paiement client. Donc ça veut dire faire des relances, faire du recouvrement, etc. Gestion du poste fournisseur. Évidemment, plus vous allez traîner à payer vos factures fournisseurs, attention, tout est évidemment en restant dans le cadre légal, hein. Les délais de paiement, ils sont encadrés par la loi, mais vous pouvez négocier des délais de paiement qui sont plus ou moins avantageux avec vos différents fournisseurs, et là encore, ça aura un impact sur votre trésor, votre BFR. Et puis il y a des solutions de financement qui existent, typiquement l'affacturage. Donc là, vous allez céder vos factures à un facteur. Donc concrètement, vous avez une créance de 1000 sur un client qui est payable à 60 jours. Et bien, le facteur, lui, il va vous la payer tout de suite, moyennant évidemment une commission. Donc, si au lieu d'encaisser 1000, vous allez peut-être encaisser que 950, mais par contre, vous allez être payé tout de suite. Donc, c'est des solutions qui sont coûteuses, mais par contre, qui peuvent vous soulager en termes de trésor. Donc, ça, c'est des solutions qui existent. DAI, c'est un petit peu le même principe. Et puis, on revient un petit peu sur le découvert bancaire, mais qui est une solution court terme, qui est pas pérenne dans le temps, quoi. Globalement, ce qu'on peut retenir, c'est que toutes les solutions à court terme sont des solutions qui sont coûteuses. Soit Alors, le DAI, la facturage ou la facilité de caisse ou le découvert autorisé. ouais, ce sont des solutions clairement coûteuses, mais qui peuvent vous sauver en lancement. Parce que le facteur, alors le découvert bancaire, c'est peut-être un peu moins vrai parce que les banquiers, voilà, mais par contre, tout ce qui est de factoring, DAI, etc., clairement, parfois vous vous en fichez, entre guillemets, si vous avez une marge suffisamment importante, de perdre 3-4 points de marge. Ce que vous voulez, vous, c'est la trésor tout de suite maintenant, quoi. Voilà. Bien, merci beaucoup, Valentin, pour toutes ces explications. Est-ce qu'il y a des questions? Non, les questions ont été posées au fur et à mesure. Bon. Eh bien, il est 10h04, donc on va pouvoir mettre un terme à ce webinaire qui a été riche. Je rappelle que donc, par rapport aux questions que nous avons eues sur la création du premier emploi,
sur l'accompagnement. Donc BGE Picardie accompagne en fait toutes les structures de l'ESS qui veulent créer leur premier emploi. Ça fait partie du dispositif Access qui est financé par la région. Donc n'hésitez pas à solliciter soit moi ou Hélène Rouzet pour l'Oise. Hélène, en fait, on est deux sur les 3 départements pour l'instant, mais le but c'est qu'il y ait une personne par département. Donc n'hésitez pas à nous solliciter pour qu'on puisse vous accompagner dans ce changement en fait d'échelle. Et puis, si vous souhaitez avoir les coordonnées donc, de Valentin Dutot du cabinet Hendrix, elles seront communiquées également dans le mail que je vais vous envoyer avec le lien pour la vidéo et puis le support de Valentin. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions? Il y a Colline qui demande quel est ce dispositif. Le dispositif Access, c'est un dispositif qui est financé par la région et qui permet aux entreprises de l'ESS de voir le jour. Donc, il y a un accompagnement en T-création et puis il y a un accompagnement pendant les 3 premières années de la structure une fois qu'elle est créée. Et depuis cette année, il y a également l'accompagnement à la création du premier emploi pour les structures qui ont plus de 3 ans. Eh bien, je vous remercie beaucoup de votre attention et je vous souhaite une Merci à excellente tous. journée. Bonne journée. Merci. Merci à vous. Bonne journée, au Au revoir. revoir. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci.